Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de news en recherche en santé au travail. Je suis professeur Alexis Descata, je suis professeur à l'hôpital Raymond Poincaré à l'unité hospitalo-universitaire de santé professionnelle, qui dépend aussi de l'université de Versailles-Saint-Quentin Paris-Saclay, et également rédacteur en chef des archives des maladies professionnelles. Pas revenir sur les principes et les limites de ce type de vidéo. Vous pouvez trouver la première vidéo de la série qui explique un petit peu précisément les choses. L'objectif est simplement d'isoler dans une veille bibliographique de littérature anglo-saxonne dans le domaine de la recherche en santé au travail, un article utile pour les professionnels de santé au travail, même s'il s'agit d'une vision personnelle, que j'ai des liens d'intérêt notamment avec les archives, et qu'enfin, effectivement, je ne peux pas donner accès à l'ensemble des articles n'ayant pas les droits pour le faire. Alors, dans cette semaine, c'est-à-dire la semaine 35 du 20 au 27 août, on a sur 593 articles. L'article que j'ai sélectionné vient d'Occupational Environmental Medicine, qui est un des grandes revues de santé au travail, britannique initialement, mais globalement international, où une équipe danoise qui travaille depuis de nombreuses années sur l'épidémiologie des TMS, qui a validé des matrices emploi-exposition qu'ils vont d'ailleurs utiliser ici, s'intéresse au fait de savoir si on peut exposer sans risque d'exposition biomécanique des travailleurs et exposer sans risque d'apparition d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs qu'ils repèrent par la notion de conflit sous-acromial opéré dans leur base de données, qui est une base de données qui est une cohorte basée sur l'ensemble des actifs danois entre 2002 2003, je veux dire, et 2008, plus de 2 millions de personnes. Ils ont simplement exclu le Groenland. Ils ont, par une méthodologie que je ne vais pas reprendre, extrait différentes expositions biomécaniques, notamment la force, l'abduction, entre guillemets de l'épaule, ou plutôt du bras, sur le thorax, la répétition mesurée par la médiane de vitesse angulaire, et enfin les vibrations mesurées par l'échelle HAV, et les mesures HAV. Ce qui est intéressant, c'est que par leur modèle, sur une période de 10 ans, ils avaient déjà précédemment utilisé dans un précédent article pour essayer de savoir si cette période était suffisante pour bien objectiver les effets cumulatifs des expositions biomécaniques, et ils ont pu le démontrer à l'époque, en tout cas l'évoquer très fortement. Ils ont regardé de savoir quels étaient les seuils en fonction des intensités, en fonction de la durée, qui permettaient d'associer un risque avec une chirurgie pour l'épaule dans le cadre d'une tendinopathie de la coiffe et d'un conflit sous-acromial. Ce qu'ils montrent est assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils montrent que pour que ce soit l'abduction ou la notion de force exercée, il n'y a pas véritablement de seuil, c'est-à-dire que on voit qu'à partir du moment où il y a une durée, une intensité, de toute façon, globalement, il y a une relation dose-effet qui est associée, qui est linéaire ou équivalente, mais qui montre qu'on ne peut pas dire qu'en dessous d'un certain seuil, il n'y ait pas d'excès de risque. Les associations avec les vibrations, aucun niveau d'exposition semble associé, en tout cas de manière indépendante. Ce qu'on remarque simplement, c'est qu'en termes de répétition, si on arrive à être en dessous d'une médiane de vitesse angulaire à 45 degrés par seconde, ils arrivent à montrer que quelle que soit l'intensité de la force ou la durée, il n'y a pas d'excès de risque, ajustant les différents éléments. Alors, cette étude, très intéressante, a certaines limites. Premièrement, effectivement, les facteurs de confusion pris en compte, notamment l'absence de traumatisme n'est pas prise en compte, l'indice de masse corporelle ou d'autres éléments qui ont déjà été démontrés, y compris par la même équipe, comme des facteurs de risque, des comorbidités médicales, ou même, sur le plan professionnel, l'ensemble de la trajectoire professionnelle,
n'ont pas pu être prises en compte, hein. Les auteurs le, 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 le disent eux-mêmes en disant qu'ils vont s'attarder à justement essayer de préciser certains points. Ce qui est intéressant aussi, c'est que justement d'autres études seront nécessaires, pas simplement du domaine épidémiologique, puisque une des deuxièmes limites de cette étude, c'est d'être purement épidémiologique sur une cohorte danoise. Néanmoins, et je pense que cette étude nous permet déjà, en tant que professionnel de santé au travail, de pouvoir conseiller certains employeurs sur l'aménagement de poste, en précisant qu'effectivement, les abductions à plus de 90 degrés ou certaines forces ou supérieures à 10% en termes d'intensité d'ailleurs ou de temps, sont à réduire le plus possible compte tenu du risque non exclu en fonction du temps et en fonction des facteurs associés ultérieurement, et qu'au contraire, à partir du moment où on a isolé une histoire de répétition comme facteur de risque, à partir du moment où on diminue effectivement la répétition, ou la répétitivité et la cadence, c'est probablement plus ces termes-là qui seront appropriés comme traduction de l'anglais de repetition, permettent justement d'avoir des aménagements corrects, durables des postes de travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.